tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Jorik Dorignac. Salut. Ça va ? Bah très bien. Très contente qu'on fasse cette interview ensemble. Carrément. On s'était rencontrés rapidement à la soirée de lancement de Top Chef et je savais pas que tu avais gagné à ce moment-là et on se retrouve quasiment 3-4 mois plus tard. On va pouvoir parler de Top Chef. Moi, j'adore parler des coulisses de la télé, mais Carrément. aussi parler de toi un petit peu plus parce que ce que je disais à Jorik tout à l'heure pendant qu'on se préparait, c'est que dans ce genre d'émission, finalement, on vous connaît rapidement à travers les interviews que vous faites, mais on vous connaît pas en profondeur, on connaît pas votre parcours. Là, à l'heure où on tourne, ça fait une semaine, 10 jours. Ça fait 10 jours à peu près Que c'est officiel. c'est bon. que c'est gagné, tu peux le dire. J'ai plus de clause de confidentialité, c'est bon. Ça dure combien de temps ce moment où tu sais que tu gagnes et le moment où tu le révèles ? Ah, le moment où je sais que je gagne, c'est à peu près un mois avant la diffusion officielle. Ok. Mais par contre, le tournage se fait sur octobre-novembre. La finale s'est jouée en début décembre. Donc de début décembre jusqu'à la diffusion qui a commencé, je crois, en mars. Déjà là, c'est confidentialité. Et puis, ouais, c'est très long. Ah oui, c'est hyper long en fait. Ouais, c'est 6 mois. Et là, comment tu fais pendant ce mois où tu sais que t'as gagné et que tu peux rien dire ? C'est un peu le mois le plus long pour le coup parce que autant la clause de confidentialité où tu sais que t'es en finale mais tu connais pas le résultat, ça va. Le dernier mois c'est assez marrant parce que t'as tous tes proches qui sont au courant mais le reste vraiment ils le savent toujours pas donc non ça arrive assez vite, tu savoures un peu les derniers moments et c'est plutôt cool d'être encore un petit peu dans cette forme d'anonymat et vraiment après la finale ça explose. Ouais. T'as vu quoi comme différence sur ta notoriété ? C'est une différence évidente où quand tu marches dans la rue et que tu prends le métro, on te reconnaît. Après, moi, ça a pas changé mon quotidien. Je prends pas moins le métro, je marche pas moins dans la rue, donc c'est ok. Les gens sont vraiment cool et je le vis plutôt très bien, donc c'est que du positif. Quelle réaction de la part de tes proches t'a le plus touché ou a été la plus surprenante quand t'as gagné ? C'est une réaction globale, tu vois, c'est poser les mots fierté. Moi, dans ma vie, c'est hyper important. Donc, quand mes parents me disent qu'ils sont fiers, mes potes me disent qu'ils sont fiers, bon, forcément, j'ai la place du roi, donc c'est plus facile de bien le vivre. Mais c'est des mots qui touchent, parce que c'est des mots que t'entends pas souvent, et pour le coup, tu travailles pour ça, donc c'est hyper touchant. Mais je crois qu'on a vu que j'étais touché dans Top Chef. Il y a eu la petite larmichette qui est venue. Il y a eu 3-4 larmichettes quand même. Ça t'a permis de voir une autre facette, de découvrir une autre facette de toi ou pas ? Est-ce qu'avant t'étais peut-être sensible comme ça, émotif, ou vraiment le fait de vivre cette expérience, ça t'a fait sortir ces émotions-là ? Je dirais que j'ai toujours été sensible, mais pas émotif. Je crois que j'ai plus pleuré dans Top Chef que quasiment dans ma vie entière. Et dans Top Chef, j'ai accepté pour une fois dans ma vie d'être un peu moins dans le contrôle et d'accepter ces émotions. Et forcément, quand tu les acceptes et que tu vis le truc de manière hyper intense, ça vient quoi. Parce que pour le coup c'est pas joué. Enfin, je pleure pas à la commande, mais c'est tellement fort. J'ai utilisé plusieurs fois le mot je me sentais vivant et pour le coup c'est vrai parce que c'est un tournage dans lequel tu vis tout de manière tellement brute, tellement intense, tellement vraie que les émotions te viennent très rapidement. J'ai l'impression que c'est aussi un truc qui est très similaire à beaucoup de télé où tu sais les gens disent les sentiments sont décuplés. Clairement. C'est comme tu vis. De toute façon. En fait, on vit vraiment dans une bulle. Faut savoir qu'on est à l'hôtel, qu'on voit pas vraiment la vie extérieure. Donc, quand tu fais le tournage de A à Z, tu passes un peu plus de 2 mois vraiment reclus avec les mêmes personnes, les journalistes, les cadreurs, les ingé-sons, les candidats, parce qu'on voit les candidats, les jurés, etc. Mais on voit pas toutes les autres personnes qu'il y a derrière, tu vois. Et tu t'entends tellement bien avec tout le monde que ça crée vraiment un cocon et une deuxième famille à ce moment-là. C'est comme la colo quand t'es petit et que t'as pas envie de rentrer. C'est exactement ça. Et tu te dis, on restera amis pour la vie et tu t'as pas envie de te séparer. C'est exactement ça. Et la cuisine, parce que finalement c'est un peu le cœur du sujet. Il paraît, ouais. Aussi de Top Chef. J'ai vu un petit peu des interviews de toi qui racontaient ton parcours. Je vais te poser une question assez générique, mais d'où ça vient ? Tu vois, pour les gens qui ont peut-être pas regardé Top Chef et qui connaissent pas ton parcours. La cuisine, elle est arrivée à moi très tôt. Si je dois donner un âge, je dirais qu'à 5 ans, j'ai déjà plein de photos où je suis déguisé en cuisinier, tu vois, avec un tour de cou, une toque blanche. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui aime beaucoup la nourriture et on a toujours passé des heures à table. Donc vraiment, mes souvenirs d'enfance, pour moi, c'est la table, c'est le marché, c'est les odeurs. Ma grand-mère était cuisinière, ma mère cuisine bien, mon père cuisine. Donc en fait, c'est venu à moi hyper naturellement.
Et après, j'ai vraiment ce souvenir, de voir des documentaires sur des cuisiniers, tu vois, toque blanche, tout ça. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a attiré. Moi, j'ai un attrait pour l'uniforme qui est assez fou. Je trouve que c'est beau et que ça donne beaucoup d'envergure à beaucoup de métiers. Et après, il a fallu faire un choix. Et en fait, plus ça a avancé, plus je voyais que la cuisine. Et je me suis retrouvé au lycée hôtelier le premier jour en costard-cravate à 14-15 ans. Et là, je me suis dit, est-ce que t'as fait le bon choix? Pourquoi est-ce que t'as fait le bon choix? Parce que à 14 ans et demi, je t'assure qu'aller t'acheter des costards cravates pour t'habiller tous les jours et prendre le bus alors que tout le monde est en jog ou en jean, tu vois, c'est quand même dur à assumer. Et en fait, ça a été une révélation. Parce que de l'élève, tu vois, un peu dissipé, tête en l'air, où franchement l'école, ça me passait par-dessus la tête. Là, je me suis trouvé intéressé et plutôt bon. Donc du coup, j'ai trouvé ma voie à ce moment-là. C'était valorisé par tes proches, le fait que tu saches très tôt ce que tu voulais faire et que tu fasses justement une filière professionnelle? Ouais, et je crois que je l'ai souvent dit, ça a été ma plus grande chance. Ma plus grande chance, ça a été que mes parents acceptent et trouvent que la cuisine, soit un métier super beau et super valorisé et valorisant. Donc rapidement, tu vois, moi j'avais les capacités de partir en lycée général, mais mes parents ils m'ont dit en fait si tu veux faire ça, tu fais ça, on va te donner les moyens, tu vas le faire, mais tu vas le faire bien. Ça c'est trop bien d'avoir des parents soutenants, clairement. Et même l'entourage. Et tes potes ils réagissaient comment? Mes potes, pour eux, c'était lunaire parce que partir travailler ou pseudo-travailler à l'âge de 14-15 ans, c'était impensable pour eux. Tu vois, moi, j'ai très, très tôt eu cette maturité de vouloir travailler, gagner mon oseille et ouais, un peu courber les chines, faire des sacrifices, c'est arrivé très, très tôt, quoi. Donc, je travaillais tous les week-ends, je travaillais les vacances et je les voyais pas beaucoup, mais je savais que j'avais qu'un seul but, c'était d'y arriver et que dans tous les cas, ils m'en tiendraient par rigueur. Donc comment ça se passe quand t'es jeune, comme ça, quand t'as 15-16 ans, t'es au lycée hôtelier, tu travailles en même temps? C'est quoi le programme, en fait? Moi, j'ai pas fait d'apprentissage, j'ai pas fait d'alternance, j'ai fait vraiment un cursus classique d'école. Mais à côté, j'avais envie de m'enrichir, j'avais envie de gagner très vite un peu mon oseille, tu vois, pour m'acheter mes fringues, mes sorties, etc. Donc, très tôt, j'ai beaucoup travaillé le week-end, j'ai beaucoup travaillé les vacances, parce que je me disais, ok, tu fais pas d'apprentissage, mais il te faut, tu vois, apprendre par tes propres moyens. Donc, tout ce que j'apprenais à l'école, j'avais envie de le retranscrire le week-end et pendant les vacances. Et je crois que rapidement, ça m'a donné beaucoup d'aisance et de facilité à l'école, quoi. Donc là, tu bosses dans un resto? Ouais. Et tu fais quoi? Concrètement, t'es en cuisine? À cet âge-là? Ouais. Ouais, t'es en cuisine et étant donné que tu sais pas faire grand-chose, moi, mon axe, ce que j'avais envie de montrer, c'était ma motivation. Donc, quoi qu'il arrive, je voulais en faire 10 fois plus et tu fais les petites tâches au début. Mais rapidement, je suis tombé sur que sur des personnes toute ma vie et j'ai eu cette chance-là. Je crois qu'en montrant ma motivation, je suis tombé que sur des personnes qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont fait faire plein de trucs. Donc, je suis pas resté des années à trier les fleurs et les petites pousses. J'ai rapidement appris à cuisiner. Et t'as eu une bonne expérience parce que tu vois, en étant complètement néophyte de ce milieu, j'ai peut-être la vision d'un truc qui est certainement très cliché, que ça peut être super dur en cuisine et que parfois même tu peux être un peu maltraité. Ouais. Est-ce que toi, t'as connu ça ou t'as eu des bonnes expériences? Alors, moi, je trouve que c'est un sujet toujours hyper sensible parce que oui, j'ai connu la dure et la très très dure, mais je l'ai choisi. Tu vois, donc bon, tu choisis pas de te faire maltraiter, mais j'ai choisi cette voie-là qui a été très difficile. Et oui, quand tu te retrouves dans certains établissements à travailler 15 à 18 heures par jour, où tu dors très peu, où tu es très fatigué et où l'exigence elle est à son maximum, forcément c'est pas humain. Mais moi je demandais pas aux gens de le comprendre, tu vois, parce que c'est un choix que j'avais fait et j'ai jamais voulu me plaindre de ça, parce que je trouve que la contrepartie et ce que ce métier te ramène et t'apporte, elle est tellement plus intense. En fait, t'as peu de positif pour le négatif, mais si tu passes ton temps à mettre le négatif en avant, en fait, tu finis par être dégoûté de ce que tu fais. Et est-ce que ça te donne, toi, les clés aussi aujourd'hui dans ton management, tu vois, de ne pas reproduire peut-être certaines choses que tu aurais vécues? Ah, mais comment tu l'envisages ton management aujourd'hui, par exemple? Mais ça, c'est une évidence. Mais je crois que même si j'avais connu un apprentissage moins dur, je penserais la même chose parce que je crois que c'est plutôt un truc générationnel où aujourd'hui on est obligé de s'adapter.
Et il y a quand même une sacrée évolution à faire sur ce métier-là qui va dans le bon sens. Et j'en ai souvent parlé, que ce soit sur les horaires, sur les salaires, sur la façon de manager, de bien parler aux gens ou pas. Je crois que moi, je changerai rien dans ma formation, mais la formation que j'ai vécue ne pourrait pas du tout être la même aujourd'hui. Moi, si je traite les gens comme certaines personnes ont pu me traiter, je pense que j'aurais pas grand monde autour de moi. Et voilà, on est une génération qui très tôt a compris que le management et les équipes autour de soi c'était le nerf de la guerre et que t'arriverais à rien tout seul. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je martèle mes équipes en leur disant les gars, vous êtes au taf, vous donnez à 200%. Par contre, vous donnez à 200% parce que vous avez des nanas ou des mecs à retrouver chez vous et vous avez des trucs à faire en dehors, tu vois. Moi, je veux pas que vous passiez votre journée ici. Et ça, c'est ma motivation de tous les jours, tu vois. C'est que mon équipe, elle soit en forme, certes, au travail, mais qu'elle soit très vite partie aussi. Mais c'est important. Je pense aussi, il faut vivre à côté, Mais bien sûr. même pour s'inspirer. Enfin, dans ces Clairement. métiers qui restent quand même aussi. Enfin, il y a toute une part d'artistique aussi. Clairement. Si t'as rien vécu et que t'es focus sur ta tâche. Ouais, mais au-delà de l'inspiration, parce que à la limite, à mes équipes, c'est pas ce que je leur demande aujourd'hui, mais t'es obligé de voir tes amis, t'es obligé de voir ta famille, t'es obligé de décompresser, d'aller faire tout ce que tu veux en dehors du sport, etc. Parce que si t'as pas cet équilibre-là, il y a un moment donné, la cuisine te demandera trop et trop d'énergie et en plus tu vas stagner parce que si tu t'enrichis de rien et qu'à aucun moment donné ton cerveau se repose, bah tu pars en vrille. C'est quoi, toi, tes sources d'enrichissement ou tes hobbies, les trucs que tu fais en dehors de ta cuisine, justement? Bon, moi, j'ai une phrase qui devient un peu bateau aujourd'hui, mais j'aime à dire que ma deuxième passion, c'est mes proches, parce que je me suis rendu compte sur le tard que, tu vois, ça m'avait beaucoup apporté, et que sans eux, je serais pas là où j'en suis. Donc aujourd'hui, moi, ma principale source de bonheur, c'est d'être avec mes proches, de partager des bons moments, des bonnes tables. Après, moi, je suis quelqu'un qui se passionne de beaucoup de choses. Donc j'aime tellement de sujets différents. J'aime beaucoup l'art, mais je suis pas un grand connaisseur, mais j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup le sport. Et je trouve que c'est des disciplines qui gravitent vraiment autour de la cuisine. Et en tout cas, la cuisine, tu vois, m'a apporté ce truc-là d'ouverture d'esprit et d'avoir des points d'ancrage un peu tout autour. Tu parles de tes proches, t'as une grande famille? J'ai une grande famille et j'ai pas mal de potes. Et quand je dis des potes, pour moi, c'est vraiment des amis, c'est des frères. Et je confonds tout le monde, en fait. Pour moi, ma famille, c'est un peu tout ce monde-là. Et ma famille connaît mes amis connaissent ma famille parfaitement. Moi, c'est mon équilibre. Tu vois, j'ai besoin je travaille presque plus pour eux que pour moi. J'ai ce besoin inconditionnel de les rendre fiers et de savoir que ce que je fais, c'est bien. Si on fait un petit retour en arrière, avant le tournage de Top Chef, professionnellement, t'en es où? Si tu peux me faire un petit historique de tes différents postes jusqu'au moment où t'es arrivé dans Top Chef. En fait, je fais pas énormément de maisons parce que je suis quelqu'un, je pense, d'assez fidèle et j'ai besoin de faire le tour vraiment de chaque restaurant pour avoir l'impression d'avoir tout appris. La première grande maison que je vis, c'est Michel Guérard, Eugénie-les-Bains, 3 étoiles au guide Michelin, et où là, où je comprends que c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Ensuite, je pars aux sources de Caudalie, je me rapproche de Bordeaux. Tu viens de Bordeaux à la base? Ouais, je viens de Bordeaux. D'accord. Et je me rapproche ensuite d'un chef beaucoup plus connu qui s'appelle Gordon Ramsay. Je fais l'ouverture du Grand Hôtel de Bordeaux, où je travaille 3 ans. Et où là, je redémarre vraiment en bas de l'échelle pour arriver à un très bon poste. Et c'est un moment de ma vie où j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup évolué, mais j'ai un peu perdu le sens à la fin de ce pourquoi je faisais ce métier-là. J'avais envie de moins être un soldat, de faire tomber ses œillères, de devenir plus créatif. Et j'avais envie de monter à Paris, tous mes potes étaient à Paris. Je cherchais quelqu'un en marge de tout ça et quelqu'un qui pourrait m'apporter cette différence-là. Et en fait, je tombe sur Guillaume. Ok, Guillaume Sanchez. Et je tombe sur Guillaume Sanchez qui me dit viens à Paris, on se rencontre. Et ce qui est très drôle, c'est que je fais un entretien avec lui en me disant je ramène mon CV et puis on verra. Et les 2 trucs qu'il retient sur mon CV, c'est qu'on a grandi dans la même ville, parce qu'il est bordelais. Ok. Et 2, que j'ai fait un stage en Pologne et qu'il trouve ça trop cool. Donc en fait, il jette mon CV, il me dit ok, bon, c'est bon, on commence ensemble dans un mois. Il regarde pas du tout les grandes lignes de mon CV. Je me dis bon,
J'ai cherché un mec en marge, c'est peut-être ce que je suis venu trouver. Et attends, mais comment ça se passe d'ailleurs ça, un entretien quand tu veux être chef, sous-chef, chef exé? On te demande de faire, je sais pas, des cas pratiques Bah non, enfin après ça dépend, tu vois, genre il y a des chefs qui veulent passer par une période d'essai, par une journée d'essai, il y en a d'autres non, et là c'était plus une question de feeling. Je sais que Guillaume à cette époque-là cherchait quelqu'un qui plutôt sortait de grande maison pour structurer aussi sa façon d'être et son équipe. Et il est tombé sur moi comme moi je suis tombé sur lui. Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai compris de suite nos différences. Et je crois que nos contradictions, c'est ce qui a fait la force de Nezo pendant 6 ans et demi. Alors, quelles sont vos contradictions, vos différences? Sur quoi vous vous complétez? Mais surtout. Toi, quelles sont du coup tes qualités, tu vois? Je crois qu'à cette époque-là, parce qu'elles ont beaucoup évolué, et lui aussi, en fait, je crois qu'on s'est beaucoup apporté. Donc à ce moment-là, moi, j'étais quelqu'un de très rigoureux, de très organisé, de très ambitieux. Et lui était complètement l'inverse. Il y avait pas d'organisation, rien n'était carré, tout était au dernier moment. Mais par contre, la créativité était dingue. Et il faut savoir que Guillaume n'est pas cuisinier de base, il est pâtissier et compagnon du devoir, mais que Guillaume a un regard artistique sur tout. Il a une culture folle de la musique, de l'art, du cinéma. Et c'est ça que je suis venu chercher. Et aujourd'hui, il m'a tellement insufflé cet amour-là de l'art en règle générale, tu vois, que du coup, c'est devenu des vrais points d'ancrage pour moi dans ma vie. Il m'a appris une certaine forme de processus créatif que j'avais pas. Parce que moi, j'étais un exécutant jusque-là. Donc, même si j'avais des postes importants, si tu veux, quand je mettais 3 grammes de poivre en plus, on se faisait arracher, quoi. Et quand je suis arrivé, il m'a dit bon je pense qu'on va partir sur ça. Voilà le menu, et je me suis retrouvé en cuisine et je l'ai regardé. Il m'a dit fais, et si ça me plaît, c'est ok quoi. Je me suis dit, oula, moi je connaissais les fiches techniques, les recettes à suivre à la lettre, et là il me demandait de moi me servir de mon bagage pour cuisiner. Et de suite j'ai mis mes mains au service de ma tête et de mes connaissances. Et là, je me suis dit, ok, t'as retrouvé le sens de ce pourquoi tu fais ça, quoi. Ok, c'est la première fois que tu pouvais vraiment développer toi ta créativité et que c'était valorisé. Quand tu le rencontres, il a déjà fait Top Chef, parce que pour ceux qui connaissent pas Guillaume Sanchez, il avait fait la saison 8, c'est ça? Exactement. Top Chef. Est-ce que toi, au moment où vous bossez ensemble, il avait déjà participé à l'émission? Au moment où je le rencontre, il sort de son année de Top Chef et il ferme son restaurant Nomos pour ouvrir Nezo. Ok. Et donc c'est pour ça qu'il avait besoin de plus de monde et de plus de profils différents pour aller chercher une étoile. Parce que c'était pas du tout le concept de Nomos, c'était plutôt un bistrot très créatif. Et là, Nezo, il mettait les moyens d'avoir une étoile. Et puis l'étoile est arrivée très rapidement puisqu'elle est venue au bout de 4 mois. On a eu 4 mois de visite et ensuite le guide est tombé, on a une étoile. Et cette étoile, on la partage depuis maintenant 3-4 ans. Okay. Au début, j'étais son second. Et aujourd'hui, je suis son chef exécutif, ce qui est pas vide de sens pour moi, parce que même si c'est qu'une ligne qui change sur ton contrat, si tu veux partager une étoile, c'était le rêve de ma vie. Être chef étoilé, c'était le rêve de ma vie. J'ai l'impression tu as coché une case et de me dire qu'on a passé ce stade de chef, employé, etc. C'est plutôt cool. Aujourd'hui, Guillaume, c'est quelqu'un qui est plus proche d'être un grand frère qu'un patron. Nos contradictions, elles sont encore plus fortes aujourd'hui et on peut encore plus avancer parce qu'on ose se dire les choses et qu'on a tellement passé ce stade-là. Tu vois, Guillaume, c'est le grand frère avec qui je me chamaille tous les jours parce qu'on n'est jamais d'accord. Mais c'est ce qui crée de grandes choses aussi. Mais c'est quoi, par exemple, concrètement, vous dites non, mais là, tu peux pas mettre n'importe quoi, une asperge ici ou un truc comme ça? Ouais, ou je sais pas, si on fait un dîner extérieur, il me dit moi j'ai pensé à ça, je lui dis sort de question, moi je ferai pas ça parce que je pense que c'est pas réalisable. Et voilà, et en fait c'est comme ça qu'on grandit. Il me dit ok, ouais, non, c'est vrai que c'est pas réalisable, ok, bon, on réfléchit. Et tu vois, c'est vraiment on passe des longues heures avec Guillaume, assis ou debout, mais à beaucoup parler. Et maintenant, il y a Victor. Maintenant, il y a notre sous-chef qui est hyper important et on est plutôt un trio. Et on passe des longues heures à discuter parce qu'en fait, la discussion amène à beaucoup de fulgurance et à beaucoup de surprises. Donc, c'est comme ça qu'on a toujours fait évoluer nos projets et notre restaurant. Et Top Chef, comment ça vient à toi? Est-ce que quand tu rencontres Guillaume, tu avais déjà dans l'optique de participer à Top Chef? Ou c'était pas pour moi, ça a jamais été une optique, tu vois, ou un but ou un projet de vie.
Mais ce qui est certain, c'est que ça fait 7-8 ans que le casting vient vers moi. Mais très sincèrement, je me sentais pas nécessairement légitime, pas prêt. Je sais que l'an dernier, je me suis senti un peu plus prêt, mais on a eu beaucoup de travail. Et cette année, je dis à Guillaume, je pense que je suis prêt et que c'est le moment. Et j'ai envie de me remettre en danger. C'est ce que je dis beaucoup en interview, beaucoup aux journalistes, c'est que c'était un moment de ma vie, après 6 ans et demi, où j'avais besoin de sentir ce danger-là, de remettre cette étoile en jeu, de ressentir, de me sentir vivant et d'aller me confronter. En fait, c'était un peu une prise de recul pour moi, Top Chef. C'était de me dire, ok, ça fait 6 ans et demi, est-ce que je me suis pas endormi? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? J'ai envie de me battre face à des gens de talent et d'avoir le retour des chefs. Donc tu vois, c'était vraiment pour moi le bon moment. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti plus légitime, par exemple, cette année qu'il y a 2 ans? Parce que cette année, je pense que c'est pas que j'avais tout vécu avec Guillaume, mais pas loin. On a vécu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. On a beaucoup créé. On a créé beaucoup d'établissements, beaucoup de cartes, beaucoup d'événements. Et j'avais envie de mettre tout ça au service de ce concours. Et le fait d'être avec Guillaume, est-ce que c'est un avantage ou un handicap? Le fait d'être avec Guillaume, ça fait un moment que j'absorbe cette forme de pression parce que je sais qu'il est très bon et très talentueux et forcément t'as toujours envie d'être son égal, si ce n'est plus. Moi, ça m'a pas mis de pression parce que de toute façon, il m'a dit, je sais que tu fais Top Chef pour les bonnes raisons. Ce qui est certain, c'est que tu vivras pas ton aventure à travers la mienne ou à travers moi. Je te suis à 200%, mais voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de conseil, il n'y a pas eu de... Ah, justement, je me demandais si t'avais un peu... Non, il m'a pas aiguillé parce qu'il m'a dit, en fait, juste la seule chose que j'accepterai pas, c'est que tu montres pas qui tu es. Et tu peux pas réellement montrer qui tu es si toutes les 2 minutes, tu parles le même langage que Guillaume. Enfin, c'est un moment où j'ai accepté de plus être dans l'ombre. Et tu sais, les gens m'ont beaucoup dit, mais c'est pas trop dur d'être dans l'ombre, etc. Mais moi, j'ai vécu tout l'inverse. Pour moi, c'était formidable de pouvoir me dire, je peux créer avec un filet de sécurité qui est Guillaume Sanchez, tu vois. Mais pour le coup, il m'a donné les rênes de tout. Il m'a fait confiance sur tout. Et je suis arrivé quand même chez lui, j'avais 24 ans, j'avais pas une maturité débordante, une maturité créative débordante. Et il m'a tout donné. Donc, pour moi, c'était que du positif. Et t'arrives avec une identité culinaire propre ou pas? Absolument pas. Ah, dans le concours? Ouais, dans le concours. Ah, parce que j'allais dire chez Nezo, pas du tout. Donc chez Nezo, non. Et chez Nezo, non. Cette formation qui t'a permis d'avoir peut-être ton identité? Mais je dis... En fait, j'aime pas trop parler d'identité, j'ai que 30 ans, et je dis souvent que la cuisine que je faisais hier ne sera pas celle que je ferai demain. Et tu vois, récemment, j'ai écouté un podcast de Yannick Aleno qui disait qu'il s'est trouvé, qu'il a compris qu'il était cuisinier à l'âge de 50 ans, parce qu'il a compris beaucoup de choses, et il s'est trouvé à ce moment-là, il a trouvé son identité. Je trouve ça compliqué aujourd'hui de dire ma cuisine à 30 ans. Alors la cuisine du moment, elle est comment? Ma cuisine du moment, je crois qu'elle est inspirée de mon mood, de ma vie, de voyage, des expos, du sport, de mes échanges avec mes équipes. C'est hyper aléatoire, tu vois. Aujourd'hui, on a une carte quasiment toute froide au restaurant. Demain, ça sera l'inverse. Aujourd'hui, c'est très épicé et demain, il y aura peut-être pas un seul épice sur un des plats. Je crois que c'est important de rester très ouvert, très au fait de ce qui se fait et ouvert à toutes les cultures parce que même si tu décides d'avoir une cuisine métropolitaine, locavore, etc., je crois qu'il y a un moment donné où tu stagnes un petit peu et si tu veux pas faire la même chose pendant 10 ans et évoluer, il faut s'intéresser à beaucoup de choses. Et tu avais abordé ce point, je me souviens aussi dans l'émission, quand vous aviez dû faire l'épreuve du sandwich qui était vegan, où tu avais abordé justement toute cette question du végétarisme aussi et de l'évolution de la cuisine, et j'avais trouvé ça super bien que dans Top Chef, ils abordent ce sujet parce que j'ai pas l'impression que ça a été fait dans les saisons précédentes. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus important aussi, tout ce qui concerne l'écologie, et tu avais eu un discours que j'avais trouvé hyper intéressant à ce sujet. Ouais, moi j'aime beaucoup aborder ces sujets-là parce que je trouve que on a une vraie responsabilité, nous, cuisiniers, avec des connaissances de ce qui se passe, de l'agriculture, du monde, de l'écologie, etc. Surtout, par contre, j'aime toujours préciser que je me place jamais en donneur de leçons parce que je suis pas irréprochable.
et que je suis personne pour donner des conseils, mais en tout cas je donne mon avis parce que je crois que c'est important. Et c'est important aujourd'hui, mais en plus c'est hyper challengeant pour nous cuisiniers, tu vois, de s'adapter au sans gluten, au vegan et à tellement d'autres sujets. Parce que c'est des problématiques qui vont être récurrentes et sur lesquelles il faut taffer, quoi. Ouais, ou les intolérances, ou tout ça. Exactement. Et qu'on peut aussi avoir une étoile, parce que le chef qui était venu, il est 3 étoiles. 3 étoiles en étant vegan à New York. Ah, c'est vrai que c'était fou, ça, quand j'avais vu ça. Mais c'est pas simple, et je crois qu'on le voit dans l'épreuve, où même si ça fait des années que je réfléchis à ces sujets-là, dans l'épreuve, c'était une vraie galère. Parce que tu te rends compte que quand on te sort quand même de tout ce que tu connais, il faut avoir un mode de pensée très différent. Et dans l'épreuve, je me suis retrouvé vraiment en difficulté. Non, puis attends, en plus dans l'épreuve, t'es quand même pas dans ta cuisine tranquille, t'as pas 3 jours pour réfléchir. Exactement. Il faut que t'agisses sur le dur. Va montrer quelque chose comme ça aussi rapidement. C'est ça qui est le plus dur dans Top Chef, c'est que on a souvent l'impression que quand le chef nous dit « Ok, ça va pas, il faut que tu trouves un truc », bon, on a un peu de temps, on n'a pas de temps du tout, en fait, ils arrêtent pas le chrono. Et là, sur cette épreuve-là, on le voit pas vraiment, mais la chef Lequelec, elle me lâche pas. Elle me lâche pas, et là, je regarde les journalistes, je regarde les caméras, je dis, mais elle va pas me lâcher, il faut que j'arrive. J'ai le cerveau qui arrive pas enfin, et ça mouline, quoi. Et au final, ça l'a fait, ça s'est bien passé, mais j'ai eu de la chance aussi, quoi. Mais c'est un cercle vicieux, en plus, parce que plus tu te dis, faut que je trouve un truc, Non, puis en plus, vraiment, dans les conditions de l'émission, t'as quand même un gars qui est là avec sa cam, un journaliste qui dit, alors, Jorik. Alors, tu te sens comment? T'as des idées? Bah non. Repasser dans 5 minutes. C'est horrible à ce moment-là. Je sais que je repars au garde-manger, je repars chercher des légumes, et elle me dit, non, mais je t'ai pas dit de rajouter des légumes, hein. Et je me dis, bon, alors. Du coup, parce qu'en fait, ça marche pas. Rapport au fait que j'ai pas de viande, pas de poisson, qu'est-ce que je vais faire? Mais après, tu soulèves tous les bocaux, tous les épices, tu te dis, mais il y a rien, il y a pas de connexion, il y a rien qui se passe. Et ça s'est plutôt bien passé, donc c'est cool. T'avais des idées préconçues sur les tournages avant de commencer? Ou des choses, tu vois, quand t'es arrivé, tu te dis, je pensais pas du tout que c'était comme ça en téloche. Non, et j'ai voulu venir vraiment hyper naïf de ce monde-là. Parce que je crois que c'est ce qui m'a émerveillé aussi, de voir un monde et de voir autant de gens derrière. Top Chef, il faut savoir que c'est quasiment 200 personnes qui travaillent pour ça. Si l'émission est belle, c'est grâce à ces gens-là. Donc on a souvent tendance à nous être mis en avant parce que forcément on est un peu le sujet du concours. Mais il faut savoir que quand même il y a des gens qui sont faiseurs de ces émissions-là et qui bossent beaucoup. Et qui sont des gens super, pour le coup. Alors c'est quoi le rythme de tournage? Tout à l'heure tu l'abordais un petit peu. Généralement c'est lundi, vendredi, on a tous nos week-ends. Lundi, vendredi, et ça dépend, tu vois, t'as des journées parfois beaucoup plus denses parce que t'es en déplacement, et forcément la journée dans le train, oui. Là on fait un 6h du mat, 2h du mat, mais pour le coup, derrière, tu vas pas travailler le lendemain. T'as de la récup, quoi. Mais oui, c'est ça, en fait, si tu veux, c'est compliqué de prendre une émotion et de condenser une épreuve sur une seule journée. Donc, tu vois, sur une grosse épreuve comme ça qui demande beaucoup d'implication, tu peux pas la couper et faire le reste le lendemain, quoi. C'est pas possible. Ou la meilleure épreuve de la Terre, la guerre des restos. Bon. Ou la guerre des restos. Ouais. Ça s'est pas très bien passé pour toi. Non, ça s'est pas très bien passé, mais pour le coup, bon, après, c'est facile de dire ça quand ça se finit comme ça, mais j'ai pas de regrets, vraiment, aucun. Moi, j'adore cette épreuve, c'est mon épreuve préférée. C'est très dur. Et alors, dans ces cas-là, vous êtes quoi? Vous êtes à l'hôtel? Quand tu dis que vous avez vos week-ends off, c'est... On est tout le temps à l'hôtel. Ok. On est tout le temps à l'hôtel. Nous, quand je dis nous les Parisiens, mais ceux qui habitent à Paris, on a droit de rentrer le week-end chez nous. Donc pour le coup, ça fait des légères coupures. Moi, c'était des moments où, tu vois, je me reconnectais un peu avec mes potes et j'avais besoin de me vider la tête. Mais sinon, on est quand même tout le temps à l'hôtel. Mais attends, mais quand tu revois tes potes le week-end et que t'es dans le concours, donc t'es à la confidentialité. Tu peux rien dire. Tu dis juste ça va. On parle d'autre chose. Ah oui, c'est ça. Mais même, remarque, peut-être pour toi aussi, c'est bien de vraiment couper et faire autre chose. Ouais. Tu vois. Alors déjà pour couper, et puis en plus, ça te permet aussi de pas trop sortir de ta bulle pour le lundi, tu vois. Parce que au moins le lundi, t'es toujours dans ce truc-là de cette période est trop bizarre. Et puis il faut pas non plus, je sais pas, faire une grosse fête le samedi, être déphasé le dimanche, non. tu vois. Ah non, alors ce qui est certain, c'est que de toute façon, ça se voit sur nos têtes parce que nous, les candidats, on n'est pas maquillés, à l'inverse des chefs. Ah Et tu nous vois dépérir au fur et à mesure des épisodes. Et surtout moi, pour le coup, non, c'est très fatigant parce que c'est hyper intense, parce que déjà, tu te concentres beaucoup. Tu passes ton temps à... c'est pas un univers qui est le nôtre, donc forcément tu te concentres pour pas dire de bêtises. Il y a beaucoup de pression, t'as les caméras,
t'es pas dans une cuisine, donc faut savoir que le studio il est immense, on se rend pas compte, mais tu passes ton temps à c'est comme courir. un hangar en fait, c'est un énorme Ouais. hangar. C'est ça. Et c'est un décor en fait. Ouais, c'est un décorum où quand t'as ton plan de travail, des fois ton feu il est à 50 mètres, donc quand t'as quelque chose qui cuit et que tu reviens, il faut savoir que t'as les journalistes et les cadreurs qui te courent après avec leur caméra et qui te demandent mais là tu vas y retourner combien de fois et je sais pas. Donc tu gères aussi ce truc-là, donc en fait c'est une espèce de fatigue psychologique plus que physique, mais c'est hyper énergivore. Et comment tu vis la dualité amitié, compétition? Parce que forcément, comme vous êtes ensemble, le soir vous rentrez à l'hôtel ensemble, bah vous devenez un peu potes. Et on a vu que toi, t'avais vraiment lié aussi des relations fortes avec les gens qui étaient avec toi. Parce que mine de rien, vous venez avec le même objectif qui est quand même de gagner Top Chef. Ouais, mais alors je crois que c'est ce qui a été la force de cette saison. En tout cas, ça nous est beaucoup mis en avant aujourd'hui. C'est la bienveillance et le côté hyper sain de la compétition cette année. Mais je crois qu'on a tous voulu l'insuffler ce truc-là parce qu'on s'entendait vraiment tous très bien, même s'il y a des amitiés plus fortes que d'autres. Mais je crois que c'est génial d'être dans une compétition où justement, déjà c'est une compétition face à soi-même plus que face aux autres, parce que la personne qui sort l'assiette c'est toi et c'est pas les autres qui la sortent à ta place. Donc c'est un truc vraiment hyper solo. Et ensuite les autres sont juste là pour te faire n'être que meilleur, tu vois, parce que, enfin moi, tu vois, face à Clotaire en finale, j'avais qu'un seul but, c'est de me dire, il faut que je respecte mon pote en face, quoi, parce que plus je mettrai d'engagement dans cette finale, plus ça le mettra en valeur à lui aussi, quoi. Et en fait, les victoires, elles ne sont que plus belles quand ça a été bienveillant, quand il y a eu un haut niveau. Et quand tu vois, ça a été hyper... il y a eu beaucoup de respect. Oui, puis tu peux te regarder en face en te disant que toi, tu sais que t'as fait les choses bien et que t'as pas essayé de mettre des bâtons dans les roues. Clairement. Et je crois que c'est pour ça que toute la saison, on n'a pas vu grand monde sauter de joie quand il avait gagné. Parce que quand t'aimes les gens, tu vois, t'es très content d'intérioriser le truc et de le vivre après, si tu veux, avec tes potes et tes proches. Mais pour le coup, moi, je me suis jamais vu sauter de joie parce que j'avais gagné. Et au contraire, est-ce qu'il y a des défaites ou des départs qui ont été plus durs que d'autres ? Mais alors ça, c'est un peu le revers de la médaille de la bienveillance, c'est-à-dire que les copains partent. Quand les copains partent, ça devient très difficile. Plus ça se resserre, plus c'est compliqué. Il n'y a pas de classement de préférence, mais plus ça avance, plus ça devient délicat parce que tu passes ta vie avec ces gens-là. Si tu veux me faire ton top de la meilleure et de la pire épreuve. C'est hyper difficile. Sur des choix simples comme ça, j'ai beaucoup de mal à faire des choix, faut le savoir. C'est un peu l'histoire de ma vie. Non, je dirais la plus belle épreuve pour moi, c'est les demi-finales avec mes deux potes. Val et Clotaire, pour le coup, on l'avait tellement rêvé que on a tout donné et c'était vraiment 3 belles épreuves. Et la pire, pour moi, la pire vécue, c'est le train. Parce que la journée est super dense et super longue. Et que je perds les 2 premières, hein, surtout. Et je me dis, Jorik, tu vas partir sur une madeleine. Vraiment, si tu quittes Top Chef sur une madeleine, tu vas mal le vivre, sache-le. En tant que cuisinier, perdre sur une pâtisserie, en tout cas un gâteau, c'est vrai que c'est pas le truc le plus évident. Ah ouais, non, mais il faut savoir que l'inside du truc, c'est que la chef Le Quellec, hors caméra, me dit, mais tu pars sur une madeleine, je te tue. Elle me dit, je te tue. Et tu surtout... Et moi, je lui disais, à chaque fois, je repartais aux épreuves en lui disant, mais non, ça va le faire et tout. T'inquiète! T'inquiète pas. Et en fait, moi, je suis souvent dans le déni, tu vois, pour contrer un peu mes angoisses et mon stress. J'évite de m'en rajouter. Donc, je suis plutôt, genre, un peu force tranquille à me dire, ça va le faire. Là, ça le faisait pas la première fois, ni la deuxième. Ça l'a fait la troisième. Ouais. Finalement, t'as gagné quand même. Finalement, j'ai gagné. J'ai pas perdu, en tout cas. Votre duo avec la chef Le Quellec, il a été hyper salué. Et même indépendamment du fait qu'il ait été salué, elle avait parlé d'évidence au moment où vous deviez choisir votre chef référent. Pour ceux qui n'ont pas regardé Top Chef, à un moment donné dans la compétition, vous devez tous choisir un chef. Toi, tu choisis Stéphanie Le Quellec et c'était un choix qui me semblait être assez évident au vu de votre relation pendant toute la saison. Quand elle parle d'évidence, elle fait référence à quoi, selon toi ? En fait, sur une rencontre comme ça, c'est difficile de mettre des mots parfois, et surtout quand t'es dans le feu de l'action. Je crois que ma rencontre avec la chef Le Quellec, pour le coup, était une vraie évidence. Et en fait, c'est quand on la connaît un peu mieux, quand on connaît ses collaborateurs, qu'on comprend pourquoi on s'entend aussi bien. Alors pourquoi ? Je crois que les traits de ma personnalité étaient peut-être les siens il y a quelques années, et qu'elle se reconnaît aussi en moi. Moi, j'aime son honnêteté, sa franchise.
c'est une femme brillante qui tire vraiment vers le haut. Et moi, ce que j'ai accepté le plus dans Top Chef avec elle, c'est sa facilité à me faire confiance et à croire en moi. Alors que potentiellement, une fois sur deux, je sortais, tu vois, des idées qui n'étaient pas forcément proches des siennes. Mais pour autant, elle a toujours cru en moi en se disant, ok, c'est bien, tu veux faire ça? Bah, tu vas le faire à fond par contre. Ouais, elle était hyper j'ai revu mes parents, tu vois, je revoyais un peu mes parents dans mes débuts qui m'ont dit, ok, tu veux faire ça? Fais-le. Mais fais-le bien. Et c'est pour ça aussi peut-être que tu faisais l'affiliation en disant que c'était ta maman du... Ouais, un peu. Alors, elle déteste que je dise ça parce qu'on a finalement pas si peu d'écart d'âge. Oui, bon, maman spirituelle alors. Ouais, non, c'est clair. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un de serein, t'as envie de te battre pour elle et ça c'est une vraie force de leader et la relation parle d'elle-même quoi. Et la réalité c'est que c'est pareil en dehors des caméras et c'est pareil aujourd'hui, on a la même relation, on s'appelle beaucoup, on se voit beaucoup. Et vous avez fait le dîner à 4 on a fait un dîner à 6 mains avec Val et la chef Lequelec. Et pour le coup, elle a ressorti ces mots-là. Ça a été une évidence. On avait l'impression tous les trois d'avoir travaillé ensemble depuis des années. On n'avait pas besoin de beaucoup se parler et c'était un dîner assez fabuleux. Ça, c'est une trop bonne idée, ça. Quand j'avais vu ça, je me suis dit, trop chouette de faire ça. On termine cette petite session Top Chef par un petit quiz. J'ai demandé aux gens sur les réseaux les questions qui se posent le plus sur l'émission. Ouais. Petite question un peu coulisses. Tu réponds de façon très simple. Est-ce que les chefs mangent froid au moment de la dégustation? Alors ça n'est vrai qu'à moitié. Depuis quelques années, il faut savoir que quand on nous voit lever les mains, on a dressé très souvent qu'une seule assiette, celle qui part en beauty. En beauty, c'est ce qu'on appelle la tournette, c'est ce qu'on voit à la télé. Alors, il faut savoir aussi que cette assiette beauty, quand les gens disent « Ah ouais, ça ressemble pas à grand-chose ce qu'il a fait », c'est normal, c'est qu'on a envoyé la plus moche assiette. Pour garder pour les chefs la plus belle. On matérialise pas le fait que dans Top Chef, si tu veux, l'assiette que t'envoies en beauty, c'est l'assiette que les 3 millions de personnes vont voir. Donc on se dit, c'est pas grave, c'est cassé, c'est pas la plus jolie, c'est celle qui va partir en beauty. Et ensuite, t'as pré-dressé un peu les autres assiettes. Okay. Je sais pas, les 3, 4, 5 autres assiettes pour les jurys. Et là, en gros, on part en visionnage, là où on nous voit assis avec nos chefs, etc. Et chacun notre tour, on repart dressé entre 30 secondes et 1 minute 30. Et en gros, ces 30 secondes, alors c'est très court, hein. En gros, ils ont pris une photo de l'assiette de la beauty et ils te disent tu peux rien changer. Donc si t'as oublié ta sauce dans la beauty, tu peux pas du tout la mettre pour les jurys. Ça c'est même la fleur de sel, tout ça. Donc là ils sont 2-3 à te regarder pour savoir si tu triches pas. Et t'as un timer. Et donc très souvent c'est 30 secondes, 1 minute. Donc t'as juste le temps de faire un peu réchauffer ta viande, ou ton poisson, ou ta sauce, ou ton écume. Mais l'idée c'est tu vois, si tu mets une écume, c'est qu'elle se voit, tu vois. Si le chef il arrive et qu'en fait c'est de la flotte, ça sert à rien. C'est sûr, ouais. Donc voilà, okay. Le petit truc c'est ça. Est-ce que Stéphane Rothenberg goûte les plats? Stéphane Rothenberg, il faut savoir qu'il goûte tous les plats et derrière il mange tous les plats. On le voit pas beaucoup, mais on l'a appris par l'équipe. Il est très très bon mangeur et très bon vivant. Stéphane, il est en coulisses derrière, il attend que les beauty ressortent. Ah ouais, mais il y a eu deux trois bonus qui sont sortis pendant le tournage. C'était très drôle. Hein. Est-ce que t'as toutes les recettes en tête ou t'as le droit d'avoir un petit mémo quand on te dit faut faire une tarte aux fraises? Non, t'as droit à rien. T'as droit à rien. Là, pour le coup, c'est vrai. Ah, donc faut vraiment que dans ta tête, C'est pour ça que quand tu arrives dans Top Chef et que tu es pas très bon en pâtisserie comme moi, par exemple, tu révises un peu 2-3 recettes de base. Tu vois, une pâte sucrée, une crème pâtissière. Donc t'apprends tes proportions. Et t'apprends un petit peu. Et après, la pâtisserie, c'est beaucoup de logique et de jugeote, quoi. Donc si tu fais des choses à peu près bien, normalement, ça va. Comment se fait-il qu'il ait toujours tout le matos à dispo, même des trucs hyper recherchés? Ben ça c'est la force de la 15e année, c'est-à-dire que Top Chef a su grandir avec son époque et les cuisiniers qui en font partie. Donc c'est un stock de matériel et de vaisselle, etc. qui devient de plus en plus énorme. Et puis avec des techniques de cuisine qui sont de plus en plus recherchées. Donc forcément, t'as tous les moules que tu veux, toutes les épices, les placards. Alors pas tant. Finalement, ce qui est épices garde-manger, ça paraît très fourni, mais parfois on est un peu perdu, un peu déboussolé, mais en termes de matériel, c'est assez dingue. Mais alors, s'il n'y a pas ton épice, bah c'est tant pis, quoi. Oui, alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que si t'as réfléchi à une recette pour le sandwich vegan, mais que t'as pas la moitié des ingrédients,
si tu veux, l'axe de réflexion. En fait, c'est pour ça que, si tu veux, tu réfléchis pas vraiment aux ingrédients que tu veux mettre à l'intérieur, tu réfléchis au format. Ok. On termine cette petite partie sur Top Chef et je voulais revenir sur un point que tu as abordé, je crois que c'est dans le dernier ou l'avant-dernier épisode. Tu as dit que tu étais un timide maladif quand tu étais plus jeune. Et c'est fou parce que je trouve que dans l'émission, on ne le percevait pas nécessairement. Tu faisais référence à quelle période de ta vie ? Je le suis encore beaucoup, alors ça se voit pas beaucoup. Mais depuis toujours, j'ai fait un gros travail sur moi pour intérioriser. Et j'ai jamais voulu montrer ce côté timide aux gens. Alors quand tu me connais, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, mais je suis quelqu'un de plutôt réservé, qui est très très observateur. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce que m'a apporté Top Chef, c'est beaucoup plus d'aisance, tu vois. Donc mais j'ai tellement travaillé sur ça que c'est compliqué pour certaines personnes d'accepter que je sois timide. Et ce qui est fou, c'est que c'est il y a 2 ans, mes parents qui ont appris que je l'étais vraiment. Comment ils l'ont appris ? Parce qu'on en parlait avec des amis et mes parents ont dit non mais Jojo, il est pas timide, t'es pas timide Jojo. Bah si. Et en fait j'ai dû leur expliquer, tu vois, beaucoup de moments de ma vie où j'étais hyper angoissé, hyper stressé, hyper timide et ils l'avaient jamais vu parce qu'ils le sont 10 fois plus que moi. Et ça t'a empêché de vivre certains moments ? Ou est-ce que tu arrivais quand même à vivre ces moments avec tes angoisses ? Je crois qu'il y a des moments où ça m'a empêché. Mais moi, tu vois, il y a parfois dans la vie, on m'a beaucoup attribué le fait d'être un peu sauvage ou un peu snob ou quoi que ce soit, parce que c'était possible que je baisse la tête alors que je voyais quelqu'un que je connais dans la rue par peur qu'il me reconnaisse pas. Tu vois, c'est ce genre de truc. Ça m'angoissait profondément. Je me disais, mais t'imagines, tu veux dire bonjour et la personne il te remet pas. Ça, pour moi, je préférais baisser la tête. Aujourd'hui, je le fais plus parce que je prends sur moi. Je me dis, au pire, c'est pas grave. Mais ça a été un gros travail. Et tu sais d'où ça vient ? J'ai des parents hyper timides, hyper réservés, et moi j'ai toujours trouvé ça assez beau quand même, parce que finalement moi je l'ai tellement combattu que ça m'a empêché de rien réellement. Mais j'aime cette forme de discrétion, tu vois, qui te permet d'être observateur, beaucoup plus à l'écoute des gens et attentif. Mais du coup là, quand par exemple aujourd'hui on est sur un tournage où avec tout ce que t'enchaînes depuis la victoire de Top Chef, c'est pas trop dur ? Là, ça va mieux. Mais je t'avoue que les semaines qui viennent de passer, j'y ai laissé une énergie. Non, mais c'est ça, mais en fait, t'es aussi introverti, non ? Ouais, je suis assez introverti. Et pour moi, le fait d'être, tu vois, d'être à l'aise, agréable, souriant, etc., ça me demande beaucoup. Donc ce soir, je vais être vadé. Mais ça, c'est tout le principe des introvertis. C'est la grosse différence entre être introverti et extraverti. C'est qu'introverti, tu te ressources en étant toi, seul. Et le fait d'être avec d'autres gens, ça te pompe une énergie folle. C'est ça. Et quand t'es dans un environnement que tu connais pas, c'est super difficile. Aujourd'hui, ce qui m'aide à être vraiment moi-même, c'est qu'on parle d'un sujet que je connais. C'est la cuisine et c'est moi en tant que cuisinier. Donc ça va, je suis assez à l'aise avec ça. Si vraiment t'abordes des sujets qui sortent de ma zone de confort, c'est pas le projet, t'en fais pas, c'est pas le projet. Bon, et la suite maintenant, parce que tu gagnes Top Chef, donc tu gagnes une somme qui était proportionnelle à ton nombre à ton pourcentage. 56 000 et quelques. Je l'ai là, 56 540 € précisément. Voilà, voilà. Est-ce que tu as réfléchi de ce que tu allais faire de cet argent ? Alors, je l'ai jamais fait pour ça, vraiment, parce que ça paraît tellement loin, le fait de finir en finale, que tu penses pas. Oui. Quand t'es en finale, tu dis, si je perds, j'ai pas envie d'y penser. Et quand j'ai eu le chèque entre les mains, je me suis dit, ah ouais, ok, bon, alors j'y avais vraiment pas pensé. J'y réfléchis en ce moment. Ça servira à des jolis projets, dans tous les cas. Mais j'ai pas quelque chose à matérialiser aujourd'hui. Et t'as envie de faire quoi dans ta vie, d'abord pro ? Est-ce que t'as envie de, peut-être toi, ouvrir ton établissement ? Pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est comme dire ma cuisine, tu vois, j'ai 30 ans et je pense qu'ouvrir son restaurant, ça peut arriver bien plus tard. Aujourd'hui, on est un peu moi, j'aime me prendre le temps et on est un peu sur une espèce de course à la nouveauté et au très vite, tout de suite. Je pense que mon ambition, c'est d'ouvrir un restaurant, ouais. Est-ce que ça sera cette année ? Non. Ça, c'est certain. T'as tellement de trucs à... Ouais, il y a beaucoup de projets super cool qui arrivent. Il va y avoir du changement sur la fin de l'année, comme j'ai pu l'annoncer. Je vais quitter Nezo, mais pas son écosystème et pas Guillaume, parce que je vais toujours avoir un pied un peu dedans. Mais j'ai accepté un autre poste qui est pour moi la continuité de ce que je voulais faire. Et où on va me donner de nouveaux rênes, quoi.
Et la notoriété que tu as acquise avec Top Chef, est-ce que tu vas t'en servir? Je crois que il faut. Je vais pas cracher dans la soupe. Top Chef, c'est une certaine forme d'accélérateur perso, pro, et je m'en servirai bien évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, la principale chose que j'ai envie de faire, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui dans ce que je fais, de trouver encore plus de sens. Et je vois que tous les projets qui arrivent ont beaucoup de sens pour moi aujourd'hui, tu vois. L'associatif arrive beaucoup dans ma vie, et beaucoup de projets super cool. Donc, j'ai envie que tout ce que je fasse ait du sens. J'ai pas envie de courir forcément et nécessairement après l'argent. Voilà, c'est un beau moment où tu peux montrer qui tu es. Et je crois que le danger, c'est de parfois peut-être tout accepter, trop accepter, au risque que les gens sachent plus qui t'es, quoi. Donc voilà, je pense que je vais essayer de réfléchir le plus possible à chaque fois et prendre des décisions, les bonnes décisions. Et dans le perso, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Parce qu'on parle du pro, on parle de la cuisine, mais tu l'as bien dit, il y a quand même un équilibre vie pro, vie perso à avoir. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Garder le même rythme de vie, c'est-à-dire que oui, je travaille beaucoup, mais j'ai besoin quand même de voir mes proches, de faire des choses à côté. Aujourd'hui, j'ai envie d'être heureux avec les gens que j'aime, donc c'est le principal. T'arrives à garder quand même ta vie sociale Ouais, je crois que c'est pas de tout repos d'avoir une certaine forme d'équilibre, mais je me l'impose. Donc ça va. J'arrive à avoir tout le monde. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois pas. Je crois que j'ai tout dit. Hein. On a tout balayé. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Ça va, ça t'a plu? Carrément, ouais. Ça t'a pas trop stressé? Non, okay? en vrai, c'était hyper ok. Et c'était hyper agréable de revoir, de refaire tout ce trajet et tout ce parcours. Bon, merci. Merci à toi. Je mets les réseaux sociaux de Jorik juste ici, les miens juste là. Comme d'hab, vous nous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview. Je suis sûre que les gens ont bien aimé. En tout cas, moi, j'ai passé un trop bon moment. On lira les commentaires, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer les prochaines interviews. Et on vous dit à très vite. Ciao! Salut!